Le secrétaire général des Nations Unies en visite en République démocratique du Congo. Il était dans un camp d'ex-rebelles samedi, d'où il a lancé un appel à la paix. En Tunisie, l'instance en charge des élections a présenté une liste finale de 26 candidats pour la présidentielle du 15 septembre. Le Premier ministre en fait partie. À Hong Kong, des centaines de manifestants pro-démocratie ont tenté dimanche de bloquer les accès à l'aéroport et c'est le chaos dans la ville. Depuis les élections de décembre 2018 en République démocratique du Congo, 900 rebelles ont déposé les armes dans ce centre de désarmement de Muningi, au nord de la ville de Goma. Une démarche très appréciée du secrétaire général des Nations Unies qui a lancé un appel au reste de combattants à faire pareil. J'ai entendu des témoignages poignants de gens qui vivaient dans la brousse, dans l'illusion que, étant dans un groupe armé, ils pourraient avoir une vie meilleure. Bon, la vérité, c'est que c'est une vie tragique, une vie sans futur. Et mon appel à tous les combattants des groupes armés qui sont encore dans la brousse, c'est qu'ils puissent aussi se présenter, qu'ils puissent aussi venir dans un centre comme celui-là et qu'ils puissent penser à une nouvelle vie en paix dans leur communauté d'origine et en se réintégrant d'une façon harmonieuse dans la société. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite en RDC, s'est aussi rendu à Beni où la chasse aux rumeurs est un combat sans fin dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. En début d'année, des centres de traitement d'Ebola ont été attaqués par des groupes non identifiés à Butembo et Katoa, entraînant une flambée de nouveaux cas. Jusqu'à ce lundi, le patron de l'ONU va aussi écouter les attentes des nouvelles autorités congolaises concernant l'avenir de la mission des Nations Unies au Congo à 4 mois du renouvellement de son actuel mandat. La gratuité scolaire devrait être appliquée en République démocratique du Congo comme prévu dans la constitution du pays, ainsi que la loi cadre de l'enseignement national. 8 années de gratuité de l'enseignement au total ont été instituées, c'est-à-dire de la première année du primaire jusqu'à la deuxième année du secondaire général. Les parents supportaient 73% du financement de l'éducation depuis 1992. Une situation qui marque une forte propension à la privatisation de l'enseignement public en RDC. Environ 7 millions d'enfants et adolescents restent en dehors de l'école par manque de moyens. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement, a décrété la gratuité de l'enseignement de base dès cette année. Certaines écoles publiques sont débordées par les nouvelles inscriptions d'élèves et de parents venus retirer les acomptes sur les frais scolaires déjà versés. Beaucoup sont soulagés par l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le nouveau président Félix Tshisekedi, mais par la société civile. Elle ne cache pas sa crainte sur la capacité financière actuelle à supporter les charges de la gratuité. Révoltées par cette situation, les organisations de la société civile, membres de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, ont lancé une pétition pour exiger du gouvernement la concrétisation de la gratuité scolaire et l'abolition de la prise en charge des enseignants par les parents à la rentrée scolaire 2019-2020. Qu'on élimine de la nomenclature des frais de scolarité le TENAFEP parce que c'est déjà pris en charge dans le budget de l'État et que tous les autres frais connexes qu'on est en train de multiplier dans les provinces, qu'on est en train de créer dans les provinces, soient également supprimés parce que c'est cela qui constitue l'économie de quête que l'on construit sur les enfants, sur les populations, sur les citoyens membres de la communauté nationale, inutilement, alors que finalement l'État a un budget pour cela. Pour le coordonnateur de la coalition, Jacques Timbalanga, le gouvernement doit mettre en application la gratuité scolaire, une initiative soutenue par plusieurs parents, dont Dieudonné Bifumamou. On la fera en vertu de quoi si on n'a rien dans la caisse? Pour concrétiser une telle gratuité, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Et l'État, avec beaucoup d'argent, pourra même acheter
ravitailler tous les hôpitaux du pays en médicaments et avoir même des très bons appareils d'examen dans les hôpitaux du pays. Et on peut faire beaucoup d'autres choses, les routes, tout ce que nous voulons. Tous les matins à l'aube, ces enfants congolais sont les premiers au poste de frontière avec l'Ouganda. Avant de pouvoir aller à l'école dans le pays voisin, ils doivent se désinfecter les mains avec de l'eau mélangée à de la chlorine. Leur température est prise. Des contrôles sanitaires obligatoires mis en place en 2018 pour prévenir la transmission du virus Ebola. Les jours normaux, nous contrôlons entre 6 000 et 10 000 voyageurs. 6,000 to 10,000 travelers. Dans cette école primaire, plus de 150 enfants sont congolais, soit 10% de la population de l'établissement. Ils sont envoyés par leur famille en Ouganda pour recevoir une éducation de meilleure qualité. Pour faire face au risque de la maladie, le corps enseignant éduque les enfants et leur communauté aux mesures sanitaires à respecter. Chez nous, nous nous lavons tout le temps les mains et nous ne laissons pas rentrer n'importe quel visiteur. Avant qu'on puisse les recevoir, ils doivent d'abord passer les contrôles sanitaires. Et une fois cette étape passée, nous les accueillons à bras ouverts. En juin, 3 membres d'une même famille sont morts en Ouganda après avoir contracté le virus Ebola en RDC. La venue des enfants congolais dans les écoles ougandaises n'a pas tout de suite été bien acceptée par certains parents. Au début, certains parents ougandais étaient négatifs. Ils disaient que ces enfants du Congo allaient contaminer leurs propres enfants. Mais une fois que nous leur avons appris les procédures à respecter, celles que nous mettons en pratique, nous avons mis un terme aux attitudes négatives. Les Ougandais ont fait le choix de ne pas fermer la frontière avec le Congo, mais plutôt se concentrer sur l'éducation et le dépistage de Ebola, et surtout de faire changer le regard sur la maladie dans certaines communautés qui jusqu'à peu voyaient Ebola comme de la sorcellerie. Le ministère de la Santé souhaite informer le public d'un cas important de virus Ebola dans le district de Kasese en Ouganda. Le cas confirmé était celui d'une fillette de 9 ans d'origine congolaise. Le résultat a été confirmé positif pour le virus Ebola le 29 août. Malheureusement, la fille est décédée tôt le lendemain. L'enfant a été identifié au point d'entrée par l'équipe de dépistage et elle présentait les symptômes suivants. Elle avait une forte fièvre, elle était faible, elle présentait des éruptions cutanées et un saignement inexpliqué de la bouche. She had a rash and there was unexplained mouth bleeding. « 26 candidats participeront à l'élection présidentielle du 15 septembre prochain en Tunisie. C'est ce qu'a déclaré samedi le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections lors d'une conférence de presse dans la capitale Tunis. 3 figures de la vie politique, le Premier ministre Youssef Chahed, le président par intérim du Parlement Abdel Fattah Mourou et l'ex-ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi figurent parmi les candidats. L'instance chargée des élections a également validé la candidature de l'homme d'affaires et mania des médias Nabil Karoui, détenu depuis le 23 août dernier après avoir été inculpé de blanchiment d'argent. Tant qu'il n'y a pas de décision juridique qui prive quelqu'un de présenter sa candidature à la présidentielle, il a le droit de le faire. Et nous avons 26 candidats qui bénéficient de tout leur droit de présenter leur candidature à la présidentielle. Et vous pouvez remarquer que leurs noms ont été insérés à la liste primaire. Aujourd'hui, nous avons annoncé qu'ils sont définitivement candidats à l'élection présidentielle. Seules 2 femmes figurent parmi les 26 candidats. L'instance supérieure indépendante pour les élections avait déjà approuvé ces 26 candidatures et en avait écarté 71 au terme de l'examen préliminaire des dossiers le 14 août dernier. Initialement prévue en novembre, l'élection a été avancée à la suite du décès fin juillet du président Bédi Caïd Essebsi. La campagne électorale, qui se déroulera du 2 au 13 septembre en Tunisie, a déjà commencé samedi à l'étranger.
Les manifestants vêtus de noir, portant des masques et se cachant derrière des parapluies pour échapper à la surveillance des caméras ont érigé des barricades au terminal d'autobus de l'aéroport. D'autres tentaient une opération escargot sur l'autoroute menant aux terminaux aériens situés sur l'île de Lanto au nord-ouest. Les manifestants n'ont en théorie plus le droit de manifester à l'aéroport en vertu d'un arrêté qui avait été pris le mois dernier après que des rassemblements dans ces terminaux eurent dégénéré et affecté des centaines de vols. Samedi a été le théâtre de certains des affrontements les plus violents. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues malgré l'interdiction de manifester. Et en fin d'après-midi, la violence s'est propagée dans de nombreux quartiers jusque tard dans la nuit. Des scènes chaotiques se sont poursuivies dans toute la ville, toute la soirée, la police pourchassant les manifestants jusque dans les stations de métro. Les forces de l'ordre concentrent avec la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, la colère sur le mouvement. Une des demandes des manifestants est d'ailleurs l'ouverture d'une enquête indépendante sur la brutalité policière. Les services hospitaliers de la ville ont annoncé que 31 personnes avaient été admises pour des blessures, dont 5 gravement touchées. L'agence officielle chinoise Chine Nouvelle a de son côté publié sur Twitter samedi soir une vidéo montrant la police chinoise effectuant des exercices anti-émeutes à Shenzhen. Du fait des actions qu'elle mène, comme employabilité du personnel, actions qu'elle mène aussi au sein de la société comme émission de gaz à effet de serre, comme les COD, cela suppose que les entreprises ont un rôle très important à jouer dans la société. Dans le contexte béninois, on note que le cadre réglementaire relatif à la RSE n'est pas encore comme il se doit. Et cette assise est l'opportunité pour nous, en tant que responsables à divers niveaux, de mettre sur pied une charte qui pourra orienter différents acteurs, en particulier les entreprises. En réalité, de quoi parlons-nous quand nous parlons de responsabilité sociétale d'entreprise? Partons d'une définition simple du concept de responsabilité sociétale d'entreprise qui dit, selon la Commission européenne, que la responsabilité sociétale des entreprises est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Elle est en quelque sorte la contribution aux objectifs de développement durable, ce qui exige d'elle qu'elle prenne en compte les aspects sociaux et environnementaux dans ces activités qu'elle mène en intégrant certaines thématiques dans leur politique, à savoir le respect des droits de l'homme, le reporting non financier, le dialogue social, la lutte contre le changement climatique et la promotion de la diversité. Il s'agit en fait de marier logique économique et responsabilité sociétale et environnementale, et donc d'introduire dans les activités économiques une certaine forme de régulation. La charte qui consacrera les engagements des uns et des autres doit constituer un cadre légal de la mise en œuvre de la RSE dans notre pays, le Bénin.